Je remercie tout le monde d'avoir répondu à notre invitation. Le sujet, point de besoin de le dire, il défraie la chronique. C'est un sujet très intéressant. Et il est même parce que il est en rapport avec la gestion que nous avons adoptée en ce qui concerne l'avenir de notre pays, parce que le pays ici nous appartient, c'est nous qui en sommes les premiers responsables. Nous avons choisi d'être dans une démocratie. D'ailleurs, nous nous appelons République démocratique du Congo. La démocratie, c'est le pouvoir par le peuple, pour le peuple. C'est-à-dire, le pouvoir ne s'impose pas au peuple, il provient plutôt du peuple. Et le peuple le donne à travers les élections notamment. Et là, nous sommes à un tournant très important de l'histoire de notre pays. Nous avons déjà vécu des élections. Nous en avons certainement tiré des leçons. Mais nous pouvons au moins constater que sur le plan développement, sur le plan émancipation, nous n'avons pas avancé. Nous continuons à présenter un paradoxe au monde d'un peuple congolais pauvre, voire très pauvre, dans une République démocratique du Congo très riche, qui est à la base de beaucoup de richesses, d'ailleurs, des grands de ce monde. Et comme ce tournant-là de l'histoire du pays est beaucoup, disons, son sort est lié à la qualité des élections qui nous permettent de renouveler la classe dirigeante, c'est donc un sujet qui doit être très passionnant et nous ne pouvons qu'attendre de vous, presse, quatrième pouvoir, la tâche de bien l'exploiter et de bien préparer l'opinion dans le sens du bien-être de tous nos compatriotes. Merci, honorable président du groupe parlementaire INC Allié, pour l'opportunité que vous nous offrez pour essayer de donner notre contribution en rapport avec la problématique de la légalité de la machine à voter. Et je serai complété sur le plan technique, comme le président l'a dit, par Moïse qui est à ma droite. Mesdames et messieurs les journalistes, en votre qualité de membre du quatrième pouvoir qu'est la presse, nous sommes heureux de vous accueillir en cette salle au CN afin de partager avec vous certaines questions politiques et électorales
qui font la une de l'actualité. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à cet entretien qui, à coup sûr, va susciter critiques, commentaires et réactions. Votre rôle étant d'informer et déformer la population pour l'aider à forger son opinion, il est difficile de se passer de vous lorsqu'on a un message visant une large audience. C'est pourquoi nous serons heureux de vous voir jouir de votre liberté d'expression en nous posant des questions qui, nous l'espérons, seront autant relevantes que déterminantes et susceptibles de nourrir les débats dans une approche constructive. Ainsi, devons-nous d'emblée vous annoncer les thèmes? Il s'agit, vous vous en doutez, de s'interroger sur la place qu'occupe la machine à voter en droit électoral positif congolais. En rapport avec les élections, les constituants ont décidé de grandes options. En effet, en droit électoral positif congolais, le régime électoral et les conditions d'organisation des élections et du référendum relèvent de la loi. Les articles 5, alinéa 3 et 122.2 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certaines dispositions de la Constitution, servent de base légale à ces postules. L'article 5, alinéa 3 est libellé comme suit. Ceux qui ont la Constitution peuvent lire. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Pour sa part, l'article 122.2 dispose, sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les régimes électoraux. Le législateur a toujours tenu compte de cette volonté du constituant depuis les élections de 2006 en ce jour, comme nous allons le prouver. Il a toujours posé dans la loi les supports par lesquels les votes sont émis. Pour preuve, lors des élections de 2006, la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales est modifiée par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011 et révise l'article 55 cité comme suit. Dans les cas de vote manuel, un bulletin de vote unique par scrutin et par circonscription électorale est établi par la Commission électorale nationale indépendante. En cas de vote électronique, les formalités sont fixées par une décision de la Commission électorale nationale indépendante. Attention, toute machine ou appareil électronique n'est pas destiné au vote. L'article 237 ter, inséré par l'article 2 de la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, modifiant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, va disposer. Le mode de vote électronique ne peut être appliqué pour les élections de 2011-2016, tout en donnant les modalités de leur exercice. Le législateur retient des supports d'émission de vote, à savoir les bulletins et les votes électroniques, sauf que la CENI ne peut pas faire application de ces derniers modes de vote pour les élections de 2011-2016 qu'on prépare. En 2015, intervient une deuxième révision de la loi électorale, numéro 15/001 du 12 janvier 2015, modifiant et complétant la loi numéro 06/06 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011. À l'article 47, alinéa 1er, du premier article de cette loi, il est écrit:
les votes s'effectuent soit au moyen d'un bulletin papier, soit par vote électronique. Et l'article 237 ter, toujours du premier article de la loi 6 visée, on peut lire « Les modes de vote électronique ne peut être appliqué pour les élections en cours ». En 2017, intervient une troisième modification par la loi numéro 017/013 du 24 décembre 2017, modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour. À son article 1er, les articles 47 alinéa 1er et 237 ter ne sont pas révisés par la modification et demeurent en vigueur, n'ayant pas été abrogés. Ces développements démontrent que le législateur est resté en phase avec la Constitution, qui lui oblige de fixer par une loi les conditions d'organisation des élections et le régime électoral. Même en droit comparé, spécialement en droit parlementaire, les règlements intérieurs des chambres, qui sont des textes ayant force de loi, soumis du reste au contrôle de la constitutionnalité dans notre système juridique, précisent les modes ou les supports d'émission des votes. Ces régimes tirent son fondement également dans la Constitution. L'article 112 alinéa 1er et alinéa 2.5 de la Constitution dispose: chaque chambre du Parlement adopte son règlement intérieur. Le règlement intérieur détermine notamment les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution. En exécution de cette disposition constitutionnelle, l'article 83 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo dispose: les votes sont émis soit par appel nominal et à haute voix, soit à main levée, soit par assis élevé, soit par bulletin secret, soit par procédé électronique. Sur l'ensemble du texte de loi, le vote intervient par appel nominal à haute voix. Les votes peuvent également être émis par procédé technique donnant plus de garanties. Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, l'Assemblée nationale peut décider les secrets des votes pour l'adoption d'une matière déterminée. En cas de délibération portant sur des personnes, les votes s'effectuent par bulletin secret. Si le législateur a réglé les modes d'émission des votes dans toutes les versions révisées de la loi électorale et les règlements intérieurs de chambre, c'est parce que ces matières relèvent de sa compétence. D'ailleurs, ça serait étonnant qu'une matière aussi importante que celle portant sur les modes de vote soit laissée à l'appréciation du pouvoir organisateur des élections, si l'on doit considérer que les supports d'émission des votes sont une référence sine qua non pour départager les partis en contestation des élections. Dans les cas d'espèce, la loi électorale, conformément à la Constitution, prévoit deux modes d'émission des votes, que sont les bulletins papier et les votes par voie électronique. Ces derniers modes, sur décision du législateur, n'est pas applicable pour les élections en cours. La même loi énumère limitativement les supports par lesquels les votes doivent être exprimés. À ce stade de la législation électorale, il s'avère que la machine à voter manque de base légale et la CENI est incompétente pour la décréter sous peine de légiférer par disposition générale. Il s'ensuit que la machine à voter est non conforme à la loi et devrait être déclarée illégale. Le Conseil d'État, saisi par requête en contentieux de légalité, trouverait bien un domaine d'exercice de sa compétence. Il en est de même de la décision, écrite ou non écrite, prise par la CENI, relative à imposer la machine à voter, susceptible également d'être attaquée en contentieux d'annulation. Même sous la dictature, pendant que les peuples zaïrois, congolais aujourd'hui, n'avaient de choix que pour une et contre une seule personne, la loi prévoyait les bulletins verts pour les candidats uniques et les bulletins rouges contre les 10 candidats. Lors du débat de couloir entre députés nationaux au Palais du Peuple, nous avons suivi certains collègues dire que la machine à voter est légale, se fondant sur l'adage « ce qui n'est pas interdit est permis ».
D'abord, cet adage est discutable. Je ne connais pas formellement une disposition qui interdit de faire ses fonctions naturelles dans ses habits. Combien il faut, à part les faibles et les défiants mentaux. Cet adage ne saurait donner quitus à la CENI d'intervenir dans une matière qui est du domaine de la loi. Si la loi elle-même n'a pas prévu la machine à voter, la CENI ne saurait en faire usage ou en légitimer l'existence par des adages. Bien plus, le droit électoral relève du droit public, dont les dispositions sont d'ordre public. Contraignant interprétation stricte, les règles des droits publics ne s'accommodent pas avec l'intrusion des volontés particulières, fût-elles émanation des institutions. En ajoutant de fait la machine à voter au mode d'expression des votes décidés par les législateurs, la CENI s'est arrogée dans des matières qui relèvent de la compétence du législateur et partant, il a outrepassé ses compétences. L'adage, ce qui n'est pas interdit et permis, se heurte au caractère d'ordre public, du droit public, qui n'admet pas l'arbitraire. D'ailleurs, on ne saurait s'appuyer à cet adage lorsque la loi a pris en charge la situation sous examen. Il n'y a pas vide juridique, car le législateur a précisé, comme démontré si haut, les supports par lesquels les électeurs congolais devront émettre leur suffrage. De surcroît, cet adage paraît dangereux, en ce que chaque citoyen aurait quelque chose à ajouter à ce que le législateur a décidé. Il reste d'ailleurs à savoir si le dit adage est un principe général des droits. Dans ces quelques pages, nous avons démontré que les supports d'émission des votes relèvent de la loi, conformément à la Constitution, et donc de la compétence du législateur. À part les questions techniques que la machine à voter pose et qui sont de notre domaine, nous avons résolu de nous interroger sur sa légalité. Il s'avère que depuis 2006, seule la loi a toujours déterminé le régime électoral, dont le point culminant est l'expression proprement dite du choix de l'électeur. Dans le régime électoral congolais, le législateur a régi même les détails des bulletins de vote selon qu'ils sont ou non conformes au modèle de la CENI, nuls, retirés, portant des mentions non requises, etc. Si pour les bulletins de vote, plusieurs dispositions ont été retenues, pour la machine à voter, il y en aurait abondamment avec l'enrichissement des experts électoraux et informaticiens. La machine à voter est d'abord une question de droit. Forcer la machine à voter au peuple congolais, c'est écorcher la neutralité de la CENI, ouvrir la voie à des contentieux interminables et faire le lit à la violence aux conséquences incalculables. C'est cette imposition de fait qui fait déduire à d'aucuns que cette machine est un instrument au service de la fraude électorale. Au stade actuel, il n'y a pas vide juridique en ce qui concerne les supports d'émission des votes. Il faut se référer à la loi électorale en vigueur, au lieu de tenter une expérience en cavalier seul et dont les méfaits risquent d'être lourds, très lourds à la nation, qui n'attend qu'une cloche, n'attend qu'un son, dit-on. Mesdames et messieurs les journalistes, nous avons tenu à partager avec vous cette réflexion inspirée par l'extranéité de la machine à voter au droit électoral positif congolais. Nous avons démontré que cette machine est illégale et pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Si quelques intellectuels peuvent essayer de la manier, elle sera, si elle est acceptée sans texte, un instrument de tricherie, surtout chez les analphabètes. C'est cet électorat qui est le plus visé, vu son importance et sa diversité. Personne ne sait qui détient la clé du logiciel de cette machine. Chacun de nous devra se rappeler la peur ressentie à manier l'ordinateur à son avènement. Nous avons démontré avec la modification de la loi électorale, le travail de la CENI a été simplifié avec le seuil de représentativité et le renforcement des conditions d'éligibilité. Bien plus, des pannes récurrentes lors de la démonstration du fonctionnement de cette machine devraient amener la CENI à l'abandonner, ne serait-ce que pour la paix. Nous avons mis en évidence le fait qu'au stade actuel du droit électoral positif congolais, les supports d'émission des votes relèvent de la compétence du Parlement. Cette compétence est constitutionnelle. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum.
et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la loi fixe les règles concernant le régime électoral. Si la CENI persiste à faire usage de la machine à voter, elle sera dans l'hypothèse d'un excès de pouvoir que les contentieux de la légalité ou en annulation peut faire valoir. Il est possible aussi que les Sud-Coréens, fabricants de cette machine, nous aident à renforcer la paix chez nous en renonçant à cette œuvre. Les États amis doivent nous aider à prévenir les drames qu'à faire miroiter les aides humanitaires lorsqu'ils surviennent. Nous vous remercions pour votre sympathique attention. Nous nous mettons à votre disposition pour des questions éventuelles et nous vous en remercions. Honorable député, l'orateur qui m'a précédé a posé la problématique de la machine à voter, du vote électronique. Cette problématique a fait l'objet d'un livre que je viens de publier, intitulé « Qu'est-ce que le vote électronique? Qu'est-ce que la machine à voter ?» CENI, un choix hypothétique et peu rassurant. En effet, vous êtes en train de le remarquer, qu'il y a une vive controverse autour de cette machine. Cela voudrait dire que sa socialisation n'est pas évidente. La polémique va d'ailleurs s'amplifiant. Et du reste, les concepts utilisés ou les concepts surapportants, à savoir le vote électronique, le vote semi-électronique, la machine à voter, l'imprimante, voire vote manuel assisté par la machine à voter, sont loin d'être appréhendés. Il en résulte une telle confusion, une telle manipulation, à telle enseigne qu'on ne sait de quoi l'on parle et de quoi il s'agit. La CENI, dans cette dynamique, use même des arguments d'autorité, des menaces, pour dire que s'il n'y a pas de machine à voter, il n'y a pas non plus vote le 23 décembre prochain. Cette attitude, à n'en point douter, traduit les difficultés qu'éprouve la CENI à accréditer sa machine à voter. Effectivement, cette machine pose problème sur plusieurs plans, à savoir sémantique, juridique, politique, technique, financier ou économique, et voire éthique, vu les conditions opaques dans lesquelles s'est passé le marché entre la CENI et Miru System, la firme sud-coréenne qui les fabrique. Sur le plan sémantique, la CENI, certains experts électoraux congolais, assimilent les votes électroniques au vote par Internet et réduisent la machine à voter à l'imprimante. Pareille appréhension ou cette façon de voir les choses est pour le moins abjecte, spécieuse et simpliste, d'autant que ça ne s'inscrit pas dans ce qui est admis jusque-là universellement comme relevant du vote électronique. Ingénieur en informatique, docteur en informatique, maître de conférence à l'Université de Nantes en France, Chantal Anguéard note que le système de vote électronique ou un dispositif de vote électronique est l'ensemble des matériels et des logiciels réalisant le recueil et le décompte des suffrages. Donc, c'est un ensemble de systèmes de vote qui fait recours aux systèmes informatiques. Une autre femme, Laurence Favier, docteur en sciences de l'information et de la communication, professeur à l'université de Lille 2 en France, définit le vote électronique comme étant l'utilisation de la technologie de l'informatique et des télécommunications dans les procédures de vote. Dans les deux définitions, il y en a plus. Les dénominateurs communs, c'est les composantes informatiques.
Donc, ce sont les systèmes informatiques qui confèrent les qualificatifs électroniques au vote. Il s'avère donc que le vote électronique est un terme générique parce qu'il renferme plusieurs modes de votation, à savoir le vote par Internet, le vote par machine à voter, le vote par serveur vocal interactif, plutôt le vote par téléphone avec serveur vocal interactif, le vote par SMS et le vote par boîtier électronique, tel qu'on le voit dans les jeux télévisés, tel qu'on voit dans les assemblées parlementaires. C'est installé même au Sénat. On avait même commencé à l'Assemblée nationale et dans les assemblées des actionnaires. Donc, limiter le vote électronique, et le vote électronique ne peut pas être limité au seul vote par Internet, comme l'insinue la CENI et certains experts électoraux congolais. Le vote électronique est un tout, alors que le vote par Internet, comme le vote par machine à voter, ce sont des éléments de cet ensemble-là. L'honorable Mirindi a survolé un bon nombre ici. C'est notamment l'opacité du système qui entraîne la possibilité du bourrage électronique dur, la possibilité d'orienter le vote des indécis, la possibilité de remplacer le vote affiché par un vote réellement décompté différent, l'éventualité d'une panne et le dysfonctionnement d'un logiciel. Le tendon d'Achille du vote électronique se résume en deux termes: la sécurité et la transparence. Malgré les efforts de sécurisation dont ne cessent de se prévaloir les fabricants de machines qui caressent un marché juteux, il faut le dire que le marché électoral, c'est un marché juteux aujourd'hui. Cet objectif reste théorique et hypothétique parce que c'est hors de portée de l'industrie informatique. Dans le vote électronique, c'est le logiciel libre qui peut être une condition nécessaire de transparence. C'est-à-dire qu'un logiciel qui peut être à la portée de tout le monde, qu'on peut télécharger, expertiser. C'est pourquoi une grande organisation au monde, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, est intransigeante en ce qui concerne la machine à voter ou le vote électronique. C'est là, après plusieurs observations. Elle dit ceci: quels que soient les bénéfices qui peuvent être attribués à l'utilisation du vote électronique, ils le sont au détriment de la transparence et de l'observabilité dans de nombreux cas, et par conséquent potentiellement au détriment de l'intégrité électorale et de la confiance du public. Certains pays restent prudents et restreignent son usage ou l'abordent avec prudence. C'est le cas par exemple du Canada. D'autres ont carrément mis fin à cette expérience. C'est le cas de Pays-Bas, qui sont fabricants de machines à voter, notamment de marque NEPAD, qui ont renoncé au vote électronique depuis 2008. Les Allemands ont renoncé à ce vote depuis 2009. Les Irlandais ont renoncé à ce vote. Le Britannique projette la mise sur pied d'un protocole à ce sujet en 2020, mais ils ont essayé aux élections locales en 17 points. Ça a été un échec. Les Français ont, depuis 2007, un moratoire pour ne plus développer le vote électronique. D'ailleurs, dans ce pays, en 2007, le vote électronique avait atteint 3% du corps électoral, donc 1,6 million, donc entre 23 communes. En 2015, la courbe est descendante, 1,3 million, 60 communes. Donc, ça veut dire que de moins en moins, on recourt au vote électronique. La Belgique avait déjà atteint 44% du corps électoral en 2004. Et depuis lors, à cause des incidents qui sont intervenus, il y a un moratoire en Belgique. Par ailleurs, il y a un indicateur que la CENI devait utiliser qui pouvait convaincre les uns et les autres sur les gains économiques à réaliser. Parce qu'il fallait trouver un ratio entre le coût
de bulletins papier, c'est-à-dire tout frais compris, la conception, l'impression, le déploiement, la logistique pour le déploiement, ça coûte combien? La machine à voter, c'est combien de pièces? Avec tous les autres frais compris, la logistique, la maintenance, y compris la formation des techniciens, ça coûte combien? On compare les deux. Si la balance penche envers les machines à voter, on peut les adopter. Mais quand on regarde le budget publié par la CENI, sur environ 400 quelques millions de dollars, les machines à voter mobilisent 158 millions de dollars. Donc 36% du budget, soit la moitié du budget. Alors qu'en 2011, malgré les dimensions astronomiques, le volume même du bulletin de vote, on a dépensé 34 millions de dollars selon Mme Eve Bazaïba, 37 millions de dollars selon Corneille Nangaa. Alors je vous demande à tous, à moins que nous soyons le plus cancre en mathématiques, entre 158 millions de dollars et 37 millions de dollars, prenons les chiffres donnés par Nangaa, quel est le chiffre qui permet de réaliser les économies? Donc, je vous disais que, donc, avec ça, il y a donc un doute sérieux pour les prétendus allègements du coût financier de la machine à voter. D'ailleurs, les études menées en Belgique ont démontré qu'avec les votes traditionnels, par électeur, le coût est de 1,5 €. Avec le vote électronique, le coût est passé à 4,5 €. Et donc, le coût grimpe, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les Pays-Bas ont renoncé au vote électronique, parce qu'en dehors du manque de transparence, il y a aussi les coûts. Il reste à poser une question sur cette machine, c'est sa durée de vie. Parce qu'un tel investissement ne peut pas durer juste l'espace d'un cycle électoral. Il faut qu'il soit utilisé peut-être sur 2 ou 3 cycles électoraux. Ben, une question se pose. Quid de l'entretien de ces machines et de leurs conditions de stockage? Qui peut me dire aujourd'hui ce qui est advenu des kits électoraux, des kits d'enrôlement électoraux en 2006, en 2011, dans quels états ils se trouvent? Même les kits qu'on a utilisés pour l'enrôlement aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir dans quel état ils se trouvent? Et ces machines-là, même s'ils peuvent servir comme Nangaa l'a dit, dans quel état nous allons les retrouver, comme nous nous connaissons très bien? Dans quel état nous les retrouverons dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ou dans 5 ans, pour le prochain cycle électoral. Donc voilà. Donc ces gains économiques n'est qu'un leurre en réalité. Cette machine, j'ai l'impression qu'elle est maudite parce qu'elle croule sur la charge éthique. Comment ça? De par d'abord les conditions le plus opaques dans lesquelles le marché CENI et Muru-System a été conclu. Donc, en dehors du problème d'éthique, cela pose même le problème de la garantie de cette machine. Ce marché, je me résume, viole les articles 44 et 45 de la loi sur le marché public. Vous vous souvenez, Nangaa, à peine arrivé à la tête de la CENI, nous a donné une leçon de bonne gouvernance en annulant le marché de gré à gré passé entre le gouvernement Matata et la société belge ZTS pour le kit d'enrôlement, disant qu'on avait bafoué le prérogative de la CENI et qu'on avait violé la loi. Mais voilà, que Nangaa, qui avait décrié la violation de la loi par Matata, lui-même s'est fait partisan de la violation de la loi. Corneille Nangaa et son équipe évoquent
les articles 44 et 45 de la loi sur la passation des marchés publics pour justifier la transaction. Or, ces articles sont relatifs aux marchés dits spéciaux, c'est-à-dire les marchés qui ne relèvent ni globalement, ni en partie au marché appel d'offres ou au marché de gré à gré. Ce sont des marchés qui sont relatifs à la sécurité nationale, à la défense nationale et aux intérêts stratégiques de l'État. Or, dans les cas d'espèce, les élections, de par leur vocation, les parties prenantes dans ces élections ne sont nullement une question qui relève de la sécurité, qui relève de la défense nationale, ni des intérêts stratégiques. Les élections, c'est une histoire populaire. Donc cela a été... Donc, on a violé ces articles-là pour pouvoir justifier ce marché. Même alors, les gens de la CENI ont dit non, il y a un décret du Premier ministre qui valide ce marché. OK. Mais si ce marché est conclu en violation de ces articles, donc le décret du Premier ministre viole aussi cet article. Ces articles. Le décret du Premier ministre viole aussi les articles 42 et 43 de la loi sur la passation de marchés publics. On sait que ces lois-là veulent dire, l'esprit de ces articles-là, c'est quoi? On peut, en cas d'urgence, confier un marché par gré à gré à une entreprise, mais pourvu que cette entreprise-là ait déjà travaillé par le passé, que son expertise soit avérée, et que ce soit une entreprise qui a le monopole en cette matière-là. Est-ce que cela est applicable à Miru System? Miru System n'a jamais travaillé en République démocratique du Congo, donc on ne connaît pas son expertise. De deux, Miru System n'est pas la seule entreprise à maîtriser la technologie électorale. Et de trois, Miru System, je voulais dire, n'est pas connu de nous et n'a pas une grande expérience à travers le monde. On vient même de lire en entrant dans cette salle, il y a eu un article sur Internet, les machines Miru System viennent de tomber en panne en Irak. Effectivement, Miru System et la haute commission électorale de l'Irak ont signé en avril 2017 un contrat de 150 millions de dollars. Et c'est dans ce cadre de ces contrats que les machines ont été livrées. Et voilà ce qui pose comme problème. Et déjà, lors des démonstrations au Sénat, à l'Assemblée nationale, ailleurs, ces machines-là sont tombées en panne. Donc ça veut dire que ces machines-là n'offrent pas de garantie. Déjà, faute de règlements techniques, on peut déjà les déclasser. Parce qu'on ne sait pas sur base de quels principes ils ont été construits. D'où, je me dis que ça ne serait pas exagéré de ma part pour dire que même l'audit de certification de cette machine-là initiée par la CENI n'est que de la poudre aux yeux. La méfiance de ces machines-là s'amplifie notamment avec toutes les récriminations qu'il y a eu dernièrement par le gouvernement de Séoul au travers de leur ambassade en République démocratique du Congo. Tout ce qu'il y a eu comme révélation de la presse internationale, ça continue à tomber. Est-ce que cela peut nous amener à avoir confiance en cette machine-là? Je vais terminer par dire ceci, que prévoit la législation congolaise, parce que nous avons un dépouillement manuel et un dépouillement automatique ou électronique. En cas d'incompatibilité entre les résultats de ces deux dépouillements, quel est le résultat qui prime? Vous savez, non loin de chez nous, au Kenya, on a annulé le premier tour de la présidentielle au Kenya parce que la commission électorale avait vite fait de publier les résultats provisoires qui résultaient du comptage automatique
alors que le comptage manuel disait autre chose. Comme la loi là-bas dit qu'en cas d'incompatibilité, c'est le résultat dû au dépouillement manuel qui prime, c'est ainsi qu'on a annulé les élections. Et je vous pose une question, qu'en sera-t-il du Congo si cela arrive? Merci. Alors, quand je dis qu'il faut ouvrir l'œil et le bon, c'est, je pars du développement que j'ai fait, que la machine à voter, et ça je vous ai même renvoyé la balle, vous, les préparateurs ou qui avaient la charge d'entretenir l'opinion. Mais nous y perdons tout ce temps, ce dernier temps. Mais ça vient d'où? Les techniciens viennent de vous démontrer que ce n'est assis sur rien. La question de la position de l'INC par rapport à ce que nous disons. Ce que nous disons, c'est justement notre position. Si vous nous avez suivi, c'est ça notre position, ce que nous avons dit. Et nous sommes en phase avec notre parti. Parce que vous vous rappellerez que notre parti a signé un communiqué conjoint avec le MLC, l'IDPS et tant d'autres Congo-Nabiso pour fustiger, en principe, l'usage de la machine à voter pour ce cycle. Alors, donc notre position est celle-là, et elle est très bien connue. Alors, concernant la question liée à... pour aller aux élections, l'opposition, ça c'était, je crois, Freddy Kioyo. Est-ce que nous n'allons pas donner un prétexte à la majorité pour... Le problème, c'est que dans ces pays, lorsqu'on dénonce l'illégalité et que finalement nous sommes dans un régime du non-respect des textes, on croit que c'est vous qui avez tort. Nous sommes en train de... Parce que les débats, même si la machine a voté, ça devrait se limiter tellement au débat de sa légalité. Parce qu'aucun pays, tout ce que l'intervenant a dit, en matière électorale, tout ce qu'on touche pour exprimer les votes dans l'urne doit être une décision du législateur. Que ce soit un papier, que ce soit une machine, que ce soit une imprimante, quel que soit l'objet qui est retenu comme tel pour exprimer les votes, ça ne peut être qu'une décision du législateur. Il n'y a pas que nous, opérateurs politiques et sociaux. Mais si le peuple aussi pense que ça va comme ça, bon, on vous a démontré comment cette machine, à la fois, elle peut être utilisée via Internet, à la fois, elle peut être utilisée via électronique. Ce sont des données, mais qui connaît comment cette histoire-là va fonctionner? C'est une inconnue, c'est une machine inconnue pour tout le monde. Donc, c'est la question de notre responsabilité, nous, en tant que Congolais. Parce qu'en tant que journalistes, nous sommes aussi des citoyens. Donc, voilà, il y a des lois, il faut les respecter. Bassengezi dit non, mais est-ce que pour utiliser la torche à la CENI, il faut une loi? Est-ce que vous comprenez ça d'ici? Est-ce que vous comprenez ça d'ici? Parce que ce qui nous différencie d'un animal, c'est la conscience que nous avons, c'est l'éthique. Mais quand on dépasse donc le seuil de l'éthique, le seuil de la conscience, c'est fini. Enfin, je vous laisse conclure ce que vous pouvez conclure. Qu'est-ce que je peux encore dire, si pas vous remercier pour votre participation et surtout votre attention, et vous exhorter à faire, au-delà de toutes vos contraintes ou vos exigences professionnelles, à faire de ce problème aussi le vôtre. En tout cas, au moins ceux qui sont congolais, et je crois que la plupart le sont. Nous avons un problème. C'est le pays. Il est à nous